Bonjour Gérald Dautier, Bonjour. pourriez-vous vous présenter? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Donc, je m'appelle Gérald Dautier. Je travaille dans la finance depuis une petite vingtaine d'années. Par ailleurs, j'ai écrit deux ouvrages. L'un qui s'appelle Savoir investir, l'autre Leçons de stratégie des meilleurs investisseurs. Et enfin, je m'intéresse aux questions monétaires depuis maintenant une petite dizaine d'années. Gérald Dautier, désormais au 26e rang mondial en termes de revenus par habitant, la France s'appauvrit d'année en année. Est-ce que Ou- vous constatez, vous, à travers vos recherches, vos statistiques, vos études, un appauvrissement des Français? Je pense que tout le monde, aujourd'hui, s'aperçoit, réalise qu'il y a un appauvrissement des Français. Mais permettez-moi de changer un petit peu la perspective. Imaginez une société où l'on inventerait une taxe et que cette taxe cible principalement les classes populaires et les classes les plus fragiles. Vous me diriez, c'est injuste. Oui, mais je vous dirais, on en redistribuerait une petite partie à ces classes populaires, ainsi qu'une partie importante au hasard. Enfin, pas tout à fait au hasard, on la distribuerait aux gens qui peuvent s'endetter. C'est-à-dire, comme on ne prête qu'aux riches, on la redistribuerait aux riches. Ensuite, on ferait en sorte que cette taxe, personne n'y comprenne rien. Ça permettrait quoi? Ça permettrait de récolter de l'argent, et en même temps, la population, les citoyens, les contribuables qui paieraient cette taxe, ils ne blâmeraient pas les politiques, ils blâmeraient les supermarchés ou les stations essence. Et enfin, ces taxes, on ne l'appellerait pas taxe, mais on lui donnerait une terminologie économique. On l'appellerait inflation. Vous me direz quel intérêt? L'intérêt, c'est le suivant, ce serait de pouvoir augmenter les recettes de l'État, tout en s'assurant, tout en paraissant combattre ce phénomène qu'est l'inflation. Aujourd'hui, en 2023, vous avez une partie de plus en plus importante de la population française qui s'appauvrit. Vous avez près de 20% des Français, en hausse de 3 points sur un an, qui vivent à découvert. Vous avez près d'un Français sur deux qui ne peut pas payer ses dépenses d'énergie. Vous avez près d'un Français sur deux qui ne peut pas s'acheter des fruits et des légumes frais. Vous avez près d'un Français sur deux qui ne peut pas payer certains actes médicaux. Alors, dans un pays comme la France, c'est une anomalie. C'est une anomalie pourquoi? Parce que dans un pays qui produit des richesses, des biens et des services, la population ne devrait pas s'appauvrir, elle devrait s'enrichir. Alors c'est bien beau de vouloir faire la start-up nation, mais il me semble que l'un des critères pertinents pour juger dans une entreprise de la réussite ou non d'un projet, c'est de regarder si les gens s'enrichissent ou s'appauvrissent dans leur totalité. Bien entendu, il peut y avoir des trajectoires personnelles qui font face aux circonstances de la vie, mais il me semble que si on posait la question aux Français, dans l'ensemble, ils répondraient par la négative. Et rappelez-vous, c'était la question qu'avait posée, il me semble, Ronald Reagan à Jimmy Carter lors de la présidentielle américaine de 1980, où on n'était évidemment pas nés ni l'un ni l'autre, et qui lui a permis de gagner cette élection présidentielle. Êtes-vous plus riche aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a 4 ans? Aujourd'hui, posons la question aux Français, est-ce que vous êtes plus riche aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a 4, 5 ou 6 ans? Et je crois, malheureusement, que pour la majorité des Français, pour une grande partie des Français, cette réponse serait « ma situation s'est empirée ». On voit semaine après semaine le quotidien de certains Français qui doivent se serrer de plus en plus la ceinture. Semaine après semaine, on voit le prix, on voit pour un même caddie, pour un même nombre de biens et de services, de produits dans un caddie, on voit le ticket de caisse qui augmente. Vous avez dans les campagnes françaises aujourd'hui des gens qui ne vivent avec presque rien. Les gens aujourd'hui ne vivent plus avec des euros, ils ne comptent plus leurs euros, ils comptent leurs centimes d'euros. Il me semble qu'il y a un grand tabou en France, c'est celui de l'appauvrissement des Français. Alors on nous dit le responsable, c'est l'inflation, mais le grand drame, me semble-t-il, c'est que les gens qui comprennent le moins les systèmes monétaires sont les gens qui en souffrent le plus. Donc la faute à qui? La faute à l'inflation? Dans quelle mesure l'inflation serait à l'origine de l'appauvrissement des Français? Alors, il me semble d'abord qu'il faut bien définir ce que c'est que l'inflation. Quand on pense à l'inflation, aujourd'hui en France, on pense à la hausse des prix. L'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire qui a deux conséquences possibles. Effectivement, la hausse des prix à la consommation ou la hausse du prix des actifs. Mais ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est qu'on ne constate pas tant une hausse des prix que la valeur de la monnaie qui diminue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est bien plus
un effondrement monétaire. Et c'est important de le comprendre. Permets-toi de le répéter. Ce que l'on constate aujourd'hui, ce n'est pas tant la hausse des prix que l'effondrement de la valeur de la monnaie. Vous avez beaucoup de commentateurs qui parlent de l'effondrement monétaire, qui prophétisent un effondrement monétaire qui arriverait dans un futur plus ou moins proche. Mais l'effondrement monétaire, on a les deux pieds dedans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vulgariser et expliquer à nos auditeurs ce que c'est que l'effondrement monétaire? Oui. Alors, quand on pense effondrement monétaire, on pense généralement à un risque systémique ou un risque global. Vous savez, cette tendance un peu gauloise de voir le ciel qui nous tomberait sur la tête. L'effondrement monétaire, c'est pas ça. L'effondrement monétaire, c'est pas se réveiller un beau matin, aller voir la caissière avec son billet de 20 € et que la caissière vous réponde « Désolé madame, désolé monsieur, votre billet ne vaut plus rien ». L'effondrement monétaire, c'est un phénomène relativement lent, qui peut s'avérer relativement lent à se mettre en place. Ça peut prendre des années, voire des décennies. Si vous prenez le cas de l'Argentine, où le pesos, la monnaie, a perdu 98% de sa valeur quand même au cours des 10-15 dernières années, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ensuite, pendant un phénomène d'effondrement monétaire, vous pouvez même rencontrer des gens qui s'enrichissent. En Argentine, pendant cette période, vous avez énormément de gens qui ont perdu de l'argent, qui sont appauvris, mais vous en avez certains aussi qui se sont enrichis. L'effondrement monétaire, si vous voulez, c'est quelque chose qui participe au creusement des inégalités. Mais ce n'est absolument pas une dystopie à la Mad Max où vous allez sortir armé jusqu'aux dents de chez vous pour faire votre plein d'essence. L'effondrement monétaire, ce n'est pas ça. Quel lien de causalité entre inflation et effondrement monétaire? En peu de mots, c'est la même chose. Inflation, c'est effondrement. L'inflation, lorsqu'elle est trop importante, ça revient au même que l'effondrement monétaire. On entend parler aussi d'une future monnaie éventuelle à court, moyen, long terme des BRICS qui pourrait entraîner un effondrement monétaire. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, alors il y a beaucoup de spéculations au sujet de cette future monnaie des BRICS qui viendrait concurrencer ou signer, certains disent signer la fin du dollar. Alors l'intention est louable parce qu'effectivement quand on parle de cette monnaie des BRICS, c'est une monnaie qui reposerait à la fois sur l'or et certains disent sur des terres, ce qui n'est pas le cas ni de l'euro ni de l'art depuis 1971. Mais il faut faire attention à ce que l'on dit. J'ai entendu au printemps dernier Jacques Attali, qui est quand même quelqu'un d'écouté, qui prophétisait la fin du dollar pour l'été 2023. C'est absolument n'importe quoi. Vous connaissez peut-être cette loi, la loi de Brandolini, vous savez, qui dit que cela prend plus d'énergie de réfuter une connerie que de la produire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conneries qui ne sont pas réfutées, et notamment sur Internet. Alors permettez-moi, si vous me laissez quelques instants, d'expliquer pourquoi cette monnaie, cette future monnaie des BRICS, elle ne verra pas le jour tout de suite, et même si elle voit le jour, il y a quand même des obstacles assez importants à ce qu'elle devienne un concurrent pour le dollar. Ça fait 20 ans qu'on en parle de cette monnaie des BRICS. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle, effectivement. Le premier obstacle, c'est de savoir qu'est-ce qui va dicter les règles de cette nouvelle monnaie commune des BRICS. En euros, dans la zone euro, vous le savez, l'économie qui dicte les règles, qui est l'économie la plus importante, c'est l'Allemagne. D'ailleurs, le siège de la Banque centrale européenne est à Francfort. Qui dicterait les règles pour cette nouvelle monnaie des BRICS? En théorie, ça devrait être la Chine. Pourquoi? Parce que l'économie chinoise, aujourd'hui, c'est 20 000 milliards de dollars. Alors que l'économie totale des BRICS, en incluant les nouveaux membres, c'est 30 000 milliards de dollars. Par ailleurs, je pense qu'on aurait, si c'est la Chine, de fortes réticences de l'Inde. Pourquoi? Parce que toute la politique internationale de l'Inde, qui se voit comme un rival de la Chine, consiste justement à contenir la Chine. C'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle est celui de la souveraineté monétaire. Si vous faites une monnaie commune avec tous ces pays, tous les pays des BRICS, ça veut dire aussi que vous allez avoir une monnaie commune avec des pays dont la gestion monétaire est hasardeuse. Je vous ai pris l'exemple de l'Argentine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la gestion monétaire argentine n'était pas vraiment stricte. Ensuite, pour certains pays, on peut voir comme par exemple pour la Russie, il y aura un avantage d'avoir une nouvelle monnaie de réserve ou une nouvelle monnaie d'échange parce que ça leur permettrait de contourner en partie les sanctions. Mais pour un pays comme le Brésil ou comme pour l'Inde, il y aurait des bénéfices relativement limités à pousser pour cette nouvelle monnaie commune. Le troisième point, le troisième obstacle, c'est peut-être le plus important, c'est pour avoir une monnaie de réserve et une monnaie d'échange, il ne suffit pas d'être basé sur l'or, il faut surtout être indépendant du pouvoir politique, ce qui est le cas aujourd'hui du dollar. Indépendant du pouvoir politique, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire un cadre juridique des investissements stable, ça veut dire une liberté de circulation des capitaux, ça veut dire une liberté de conversion des devises, et ça veut dire un système financier ouvert, transparent et diversifié. Aujourd'hui, vous avez les contrôles de change au Brésil, en Russie, en Inde et en Chine. Est-ce que vous aimeriez mettre votre argent dans un pays sans savoir quand vous pourriez le retirer? Absolument pas. D'ailleurs, on le voit bien, la Russie, aujourd'hui, a exporté sur le premier semestre 2023 plus de 30 milliards de dollars de pétrole à l'Inde. Cet argent est en roupies sur des comptes bancaires indiens et les Russes ne peuvent pas, les exportateurs russes ne peuvent pas le rapatrier. Pourquoi? Parce que la roupie indienne n'est que partiellement convertible. Enfin, vous aurez remarqué que lors du dernier sommet des BRICS, le communiqué final fait mention de l'arrivée des nouveaux membres qui étaient l'Argentine, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, exactement, l'Arabie Saoudite, etc., mais ne parle absolument pas de l'émergence d'une future monnaie commune. Encore une fois, le yuan aujourd'hui, c'est 5% des échanges mondiaux. Le dollar, c'est 85% des échanges mondiaux. Alors si cette nouvelle monnaie des BRICS arrive, et peut-être qu'elle arrivera, je ne pense pas qu'elle soit, à court ou à moyen terme, un concurrent pour le dollar. Un vrai concurrent pour le dollar, ça serait une monnaie qui soit certainement pas une monnaie fiduciaire et qui soit complètement indépendante du pouvoir politique. Revenons sur l'effondrement monétaire. Gérald Dauthier, comment est-ce qu'il peut se manifester? Alors l'effondrement monétaire, on va peut-être aussi le présenter un peu autrement. L'effondrement monétaire, il faut le comprendre comme la lente érosion du pouvoir d'achat des Français, ou comme l'appauvrissement progressif des Français. Il existe des manifestations. On peut voir des manifestations économiques, par exemple. Il y a 20-30 ans, un 50 mètres carrés, un appartement de 50 mètres carrés à Paris, ça valait 125 000 euros. Aujourd'hui, un 50 mètres carrés à Paris, c'est 600 000 euros. Je prends Paris comme exemple, mais l'évolution est peu ou prou la même dans toutes les villes de France. Mais c'est une dynamique qui n'est pas normale, selon vous, d'avoir un prix de 1 000 euros le mètre carré il y a 20 ans, et 20 ans plus tard, d'avoir une revalorisation de ce prix au mètre carré? C'est pas que ce soit pas normal ou normal, il pourrait effectivement y avoir des effets de hausse de la demande et ou de réduction de l'offre, évidemment. Mais dans le cas présent, le principal catalyseur de cette hausse, c'est la création monétaire. Un autre exemple une autre manifestation de l'effondrement monétaire, c'est le fait qu'une personne au SMIC, il y a 30 ans, pouvait devenir propriétaire en France. Aujourd'hui, c'est plus possible. Par ailleurs, je peux aussi vous donner un exemple, une manifestation sociale de l'effondrement monétaire, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est que le mouvement des Gilets jaunes, si ce n'est une révolte contre un appauvrissement, c'est-à-dire contre le fait que de nouvelles taxes sur le carburant leur laissaient presque plus rien, un reste à vivre ridicule. L'effondrement monétaire, c'est ça. L'effondrement monétaire, on a les deux pieds dedans aujourd'hui. Gérald Dauthier, comment est-ce que vous expliquez que la valeur de la monnaie, là on parle de l'euro, s'effondre? Alors, pourquoi est-ce que la valeur d'une monnaie s'effondre? Une économie, qu'est-ce que c'est? Une économie, ce sont des biens et des services. Okay, et en face, vous avez, si vous voulez, de la monnaie. Okay, lorsqu'on augmente la masse monétaire, on va appeler ça la masse monétaire, par rapport au nombre de biens et de services qui sont créés par cette économie, vous avez un effondrement plus ou moins rapide de la monnaie. Est-ce que vous vous rappelez vos cours d'économie au lycée? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un prix? C'est la rencontre entre l'offre et la demande. Absolument. Alors on va essayer de schématiser et un peu de simplifier tout ça. Imaginons que vous ayez un certain nombre de pommes, okay, une offre de pommes. De l'autre côté, vous avez des acheteurs de pommes, une demande de pommes. Bon. Si la demande, donc si le nombre d'acheteurs de pommes augmente, okay, et peu importe que ce soit un acheteur avec plus d'argent ou plusieurs acheteurs, vous êtes bien d'accord que l'ajustement va se faire sur le prix. Donc si l'offre est identique et qu'il y a plus de demandes, le prix des pommes augmente. Mais que je dise que le prix des pommes en monnaie, donc le prix des pommes en euros, augmente, ou que je dise que le prix de la monnaie en pommes diminue, c'est strictement la même chose. Sauf que dans le deuxième cas, on est un peu plus précis. Eh bien, de manière analogue, on va remplacer les pommes par l'ensemble des biens et des services, c'est-à-dire l'économie. Si vous avez plus de création monétaire que de production de biens et de services, l'ajustement se fait sur les prix. Et c'est bien la même chose de dire que on a le prix des biens et des services qui augmente en euros, ou de dire qu'on a la valeur de l'euro qui s'effondre en biens et en services. Aujourd'hui, l'effondrement monétaire, c'est ça.
Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il y a consensus chez les économistes, que ce soit John Maynard Keynes, qui est le créateur, l'instigateur, si vous voulez, de ces politiques inflationnistes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par un processus continu d'inflation, le gouvernement peut secrètement et sans être observé confisquer une partie de la richesse de ses citoyens. C'est quand même clair. Et de l'autre côté, son adversaire idéologique, qui s'appelle Ludwig von Mises, qui était l'un des figures de proue de l'école autrichienne d'économie, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque le gouvernement augmente le nombre d'unités monétaires, il le fait contre les classes populaires et contre les classes moyennes. Et le drame, c'est que ces gens ne le savent pas. Gérald, expliquez-moi. On est en 2010, début des années 2010, la Banque Centrale Européenne met en place le quantitative easing. Donc, grosso modo, faire fonctionner la planche à billets pour soutenir l'inflation, parce qu'on avait besoin d'inflation. Dans quelle mesure on a besoin, à un instant T, d'inflation, et 10 ans plus tard, on se dit que l'inflation a conduit à un effondrement monétaire? Je ne comprends pas. Alors, effectivement, il y a eu un très grand nombre de plans de relance ou de programmes massifs de soutien à l'économie, ou on peut appeler ça, comme vous le dites très bien, des assouplissements quantitatifs, voilà, je l'ai bien dit. Mais ce n'est pas parce qu'on va redistribuer une partie de ce qu'on a pris à des gens qu'on fait d'une politique quelque chose de bien. Je continue sur ma lancée. Qu'est-ce que disait le prix Nobel d'économie Frédéric Hayek? Il n'est pas raisonnable de croire que le gouvernement a intérêt à nous donner, à nous citoyens, de la bonne monnaie. Donc maintenant, il suffit de constater les choses. Constatons les choses. Aujourd'hui, cette création monétaire a provoqué un effondrement monétaire, un effondrement de la valeur de la monnaie par rapport aux biens. Il suffit encore une fois d'aller dans les campagnes françaises ou même dans les villes, vous voyez bien que les gens s'en sortent plus. Et ce n'est pas la feuille Excel d'un fonctionnaire de la Banque Centrale Européenne à Francfort qui changera quelque chose. Qu'il aille voir lui-même, s'il regarde cette vidéo, dans les campagnes françaises et qu'il voit que les gens, effectivement, aujourd'hui, comptent leurs centimes d'euros. Dans un pays comme la France, je le répète, ce n'est pas normal. Et si on croit que l'impression monétaire, l'impression de billets de banque réduit la pauvreté, alors autant croire que l'impression de diplôme réduit la stupidité. Gérald Ottier, aux États-Unis également, la Fed a mis en place des politiques de quantitative easing. Est-ce que vous ressentez les mêmes impacts sur ce potentiel effondrement monétaire, sur l'inflation, etc., etc. Ou est-ce que c'est une spécificité française, européenne? Non, à partir du moment où la monnaie d'un pays est imprimée par différents moyens, différentes méthodes. On parle effectivement de Fed et de BCE. Peut-être qu'il est important d'expliquer un peu quelles sont ces politiques. On appelle ça des politiques monétaires accommodantes. Quelles sont-elles? La modification des taux d'intérêt, la modification des ratios de réserve, les opérations d'open market. On peut prendre comme exemple aussi l'achat d'obligations souveraines sur les marchés. Ça, c'est ce qu'on appelle des politiques monétaires accommodantes ou des politiques monétaires laxistes. Mais nous, on va appeler ça de faire fonctionner la planche à billets, si vous voulez, pour simplifier. Ces politiques ont été mises en place, vous l'avez très bien dit, à la fois aux États-Unis et à la fois en Europe. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que c'est que l'effondrement monétaire ou l'appauvrissement des Français? C'est à partir du moment où on crée plus de monnaie qu'on ne produit de biens et de services. Alors bien entendu, autant en Europe et aux États-Unis, on va produire des biens et des services. On est dans une économie qui produit des biens et des services. Mais la question est une question si vous voulez, de rapidité à laquelle on produit ces biens et ces services. Et effectivement, les conséquences ne seront pas les mêmes dans un pays comme les États-Unis ou dans un pays ou dans une zone comme la zone euro. Mais ceci étant dit, effectivement, aujourd'hui, aux États-Unis, on ressent aussi cet appauvrissement. Les gens s'appauvrissent. Les gens peuvent de moins en moins acheter des biens de première nécessité. Et c'est ça qui est scandaleux. Pourquoi ces politiques accommodantes, déjà, est-ce qu'elles sont appréciées par les opérateurs de marché, par les salles de marché? D'une manière générale, les financiers apprécient effectivement les politiques monétaires accommodantes. On pourrait citer plusieurs raisons, mais celle qui me paraît être la plus visible ou la plus importante, c'est le fait que quand vous imprimez, quand vous ouvrez le robinet du crédit, il y a de l'argent qui va se déverser. Et cet argent, il doit bien aller quelque part. Tout à l'heure, on disait que le prix des biens immobiliers devait augmenter. Eh bien, c'est pareil pour les marchés actions. Lorsque vous avez de l'argent qui arrive sur les marchés actions, vous savez que le prix
des actions va augmenter. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent frais, et cet argent frais, il doit bien aller quelque part. Bon nombre d'observateurs et d'hommes politiques expliquent que l'inflation, le niveau élevé d'inflation, est intrinsèquement lié aux événements géopolitiques, notamment, là, très récemment, le conflit russo-ukrainien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, quand on nous présente l'inflation, on présente souvent l'inflation comme étant un peu un mauvais génie qui sortirait de la lampe d'Aladin et contre lequel on ne pourrait rien faire. Et effectivement, j'ai vu, durant le premier semestre de cette année, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dire que les causes principales de l'inflation, c'était des causes externes ou des causes géopolitiques. Ou en d'autres termes, l'inflation, c'est Poutine. Ça, c'est la bonne raison. Maintenant, vous le savez, il y a toujours deux explications, une bonne et une vraie. Maintenant, la vraie raison. La première chose qu'on peut constater tous ensemble, c'est que l'augmentation généralisée des prix a commencé au moins 6 à 12 mois avant l'invasion de la guerre en Ukraine. Ce serait déjà une première bonne explication pour savoir que ce n'est pas d'origine géopolitique. La deuxième chose, c'est qu'entre 2012 et 2014, les prix des matières premières dans leur ensemble ont augmenté fortement. Et pourtant, on n'a pas ressenti cette hausse des prix à la consommation dans le panier moyen des ménages entre 2012 et 2014. Et surtout, le point le plus important, revenons, si vous le voulez bien, à nos pommes. Si vous voulez acheter des pommes et que vos revenus sont identiques, puisqu'il n'y a pas eu de création monétaire, on est bien d'accord que vous avez moins d'argent pour acheter des poires, puisque vous avez dépensé plus pour acheter des pommes, puisque le prix des pommes a monté. Mais si le prix des poires, lui aussi, il dépend de l'offre et de la demande. Donc la demande des poires, si elle diminue, le prix des poires doit diminuer. Donc si on a une hausse généralisée de tous les prix, c'est bien qu'on est en face d'un phénomène strictement monétaire. Et c'est d'ailleurs ce que disait Milton Friedman, exactement ce que disait Milton Friedman. Qui est Milton Friedman? C'est le père de l'école monétariste, en fait, de ceux qui ont étudié le plus la monnaie. Il disait la hausse généralisée des prix, donc ce que l'on constate aujourd'hui, est en tout temps et en tout lieu plus de monnaie en circulation par rapport à la production. On y est. Qui sont les responsables? Qui sont les responsables de l'inflation? Oui. Vous vous rappelez ce que disait Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes? À qui profite le crime? Eh bien, si on y regarde de plus près, aujourd'hui, c'est l'État qui bénéficie le plus de ces politiques de création monétaire. L'État en bénéficie à 3 titres. Le premier titre, vous serez d'accord avec moi, lorsque les prix augmentent, les impôts qui sont liés au prix vont augmenter. Par exemple, si le prix de n'importe quel objet augmente, le prix de la TVA, qui est une fraction de cet objet, va augmenter. Donc les recettes de l'État augmentent. C'est la même réflexion pour l'impôt sur les sociétés et la même réflexion pour les droits de mutation ou d'autres types d'impôts. Donc la première chose, c'est que lorsque les prix à la consommation augmentent, les recettes de l'État augmentent. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les dépenses. Lorsque la première des dépenses de l'État, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Donc c'est-à-dire rembourser les intérêts d'emprunt ainsi que le capital de la dette que l'État a émis il y a quelques années. La duration moyenne d'une obligation souveraine, c'est 7 ans. Mais si l'État a emprunté 100 milliards d'euros il y a 7 ans et doit rembourser 100 milliards d'euros aujourd'hui, puisque la valeur de la monnaie s'est effondrée, l'État va moins rembourser. On appelle ça monétiser la dette. Donc le premier point, c'est l'augmentation des recettes. Le deuxième point, c'est la réduction des dépenses. Mais surtout, et de manière un peu plus insidieuse, que disent les citoyens lorsqu'ils s'appauvrissent? Que fait l'État? Donc on va créer artificiellement une demande pour plus d'État. Et que va faire l'État? L'État, il va intervenir. Et comment est-ce qu'il va intervenir? En faisant ce qu'il sait faire, la seule chose qu'il sait faire, c'est plus de dépenses, et donc une politique encore plus inflationniste avec de la création monétaire. En fait, on crée une demande artificielle d'État. L'État adore l'inflation. Il adore l'inflation, pourquoi? Plus de recettes, moins de dépenses, et d'une certaine manière, s'assurer de la docilité des citoyens. Mais les gens ont du mal à comprendre que l'État souhaite les appauvrir. Vous connaissez ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est le refus de voir les réalités lorsqu'elles contreviennent à des croyances préétablies. On est exactement dans ce cas-là avec l'État. Mais est-ce le rôle de l'État d'enrichir les Français? Si vous voulez mon avis,
ce n'est pas le rôle de l'État d'enrichir les Français. Déjà, si c'était son rôle, je ne suis pas certain qu'il le remplirait correctement. Comme vous le savez, la mission régalienne par excellence, c'est d'assurer la sécurité des Français. L'État a le monopole de la violence légitime. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il s'en sort très bien, ne serait-ce qu'avec cette première mission. Mais par contre, le rôle de l'État, ça ne devrait pas être non plus d'appauvrir les Français. Aujourd'hui, l'État, en menant des politiques inflationnistes, a une responsabilité claire et démontrable dans l'appauvrissement des Français. On voit que l'inflation commence à se réduire. Si vous deviez faire un peu de prospective, à quoi s'attendre ces prochaines années? Alors l'inflation ne se réduit pas, elle ralentit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si une personne a pris 20 kilos en 2022, 15 kilos en 2023 et 5 kilos, qu'elle va prendre 5 kilos en 2024, vous n'allez pas dire qu'elle perd du poids. C'est exactement la même chose pour l'inflation. La hausse des prix qui a eu lieu ces dernières années, elle va rester avec nous. Il va falloir l'encaisser, si vous voulez. C'est-à-dire que l'appauvrissement, il va rester. Ça, c'est la première chose. On ne règle pas une politique inflationniste, c'est-à-dire une politique de création monétaire, avec une politique déflationniste. Pour régler une politique inflationniste, ce qu'il faudrait faire, c'est, théoriquement, réduire le périmètre de l'État. Pourquoi ? Parce que l'État, aujourd'hui, a un déficit budgétaire chronique qui est financé par une politique inflationniste. Et ce n'est pas la direction dans laquelle nous allons. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de gens qui ont du mal à s'acheter des biens immobiliers ou même à s'acheter une voiture. Et à mon avis, si vous voulez un pronostic, ce qui va se passer sur l'année 2024, c'est très certainement une réduction d'abord des taux de la Fed, puis des taux de la BCE, qui auront pour conséquence la possibilité pour ces gens-là de pouvoir s'endetter et de pouvoir relancer le marché immobilier. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça ? On remet une pièce dans la machine inflationniste. Donc ma conclusion, en conclusion, si vous voulez, je suis assez pessimiste sur l'avenir. Je pense qu'on va vers un effondrement très important de la monnaie. Je pense qu'on va vers un appauvrissement des Français. Et je pense que d'une manière générale, on va vers une disparition totale des classes moyennes. Aucune société, aucune civilisation ne s'est préservée sur le long terme en menant des politiques inflationnistes. Et enfin, il va falloir, pour toutes les personnes qui nous regardent, commencer à réfléchir à des solutions si l'effondrement monétaire continue de se manifester. On parle souvent de l'or, il n'y a pas que l'or, mais ça me rappelle quelque chose. Vous savez, en 2008, vous avez un groupe d'archéologues qui a trouvé des pièces d'or qui dataient de l'Empire byzantin. Ces pièces d'or, elles valaient autant, voire plus, qu'elles ne valent aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce qui se passerait si on retrouvait, ne serait-ce que dans 30 ans, une liasse de billets de 100 €? Je ne suis pas certain que ça vaille quelque chose. Merci Gérald Authier. Merci beaucoup pour votre invitation. C'était un plaisir d'être ici. Le saviez-vous qu'Omerta avait également une application ? Retrouvez notre lien en description.